La plupart des personnes de plus de 65 ans pensent qu'un plus grand nombre d'analyses sanguines est synonyme de meilleurs soins de santé. Votre médecin vous prescrit un bilan, vous le faites, et vous avez le sentiment d'être consciencieux et responsable. Et dans bien des cas, c'est tout à fait vrai. Mais voici un aspect que presque personne ne vous révèle, et que je constate régulièrement comme causant de réels préjudices à de vrais patients. Certaines analyses sanguines, prescrites à la mauvaise personne et au mauvais moment, ne se contentent pas d'être inutiles. Elles peuvent déclencher une série d'événements menant à des interventions et des médicaments inutiles, à une anxiété superflue, et parfois même à de véritables dommages physiques dus à des examens complémentaires qui n'étaient absolument pas nécessaires. Je suis médecin, et aujourd'hui, je vais vous présenter les 7 analyses sanguines que, après 65 ans, je vous conseillerais de bien réfléchir avant d'accepter de faire, vous expliquer les risques de chacune, et surtout, vous indiquer les questions à poser à votre médecin afin de prendre une décision éclairée concernant votre santé. Avant de commencer, je tiens à être très clair sur un point. Je ne vous dis pas de refuser les tests. Je ne dis pas non plus que ces tests ne sont jamais appropriés. Ce que je vous dis, c'est qu'après 65 ans, le rapport bénéfice-risque de certains tests évolue, et la plupart des patients n'en sont jamais informés. Être au courant de ces changements vous permet d'être un patient plus éclairé et mieux protégé. C'est le sujet de cette réunion. Alors, entrons dans le vif du sujet, en commençant par le premier test. Le test PSA, ou antigène prostatique spécifique, est utilisé pour dépister le cancer de la prostate chez les hommes. À première vue, le dépistage du cancer semble une évidence, le détecter tôt, le traiter tôt, sauver une vie. C'est le raisonnement intuitif. Mais voici la réalité que révèlent les données, une réalité sur laquelle le groupe de travail des services préventifs des États-Unis, la Société américaine du cancer et de nombreux autres organismes médicaux importants travaillent depuis des années. Le taux de PSA augmente naturellement avec l'âge. Après 65 ans, une part importante des hommes présentent un taux de PSA élevé, non pas en raison d'un cancer de la prostate dangereux, mais à cause d'une hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, une augmentation non cancéreuse du volume de la prostate très fréquente chez les hommes âgés, ou encore à cause d'une inflammation, d'une infection ou simplement de modifications liées à l'âge au niveau de la glande elle-même. Autrement dit, un taux de PSA élevé ne signifie pas un cancer. Il justifie un suivi. Et ce suivi passe généralement par une biopsie de la prostate. C'est là que le bâtiment blesse. Les biopsies de la prostate comportent des risques réels, infections, saignements, troubles urinaires, dans certains cas, complications graves nécessitant une hospitalisation. Or, que découvrent souvent les biopsies chez les hommes âgés ? Elles révèlent des cancers de la prostate de bas grade, à croissance si lente qu'ils n'auraient jamais provoqué de symptômes ni réduit l'espérance de vie de manière significative. Ce sont des cancers que les pathologistes décrivent parfois comme des maladies dont on mourrait, et non de la maladie. Mais une fois le cancer diagnostiqué, la pression psychologique et médicale pour le traiter est énorme. Le traitement du cancer de la prostate, notamment la radiothérapie et la chirurgie, comporte des risques importants, tels que l'incontinence urinaire et les troubles de l'érection, qui peuvent considérablement altérer la qualité de vie. Une étude marquante publiée dans le New England Journal of Medicine, l'essai Protecté, qui a suivi plus de 1600 hommes atteints d'un cancer de la prostate localisé pendant 10 ans, a démontré que la surveillance active, c'est-à-dire un suivi attentif sans traitement, offrait des taux de survie comparables à ceux de la chirurgie ou de la radiothérapie. Dans de nombreux cas, le cancer n'avait même pas besoin d'être traité. Mais il fallait d'abord le dépister. Et ce dépistage commence par un test PSA. La solution ? Un dialogue direct avec votre médecin. Demandez-lui précisément, compte tenu de mon âge, de mon état de santé général et de mon espérance de vie, quelles sont les chances réelles que le dépistage d'un cancer de la prostate grâce à ce test puisse modifier significativement mon traitement ou mon pronostic ? Cette conversation, avec des réponses franches de part et d'autre, vaut bien plus que n'importe quel résultat d'analyse. Le deuxième test dont je souhaite parler est le test Canada 125, un marqueur sanguin utilisé pour détecter le cancer de l'ovaire chez la femme. Je tiens à être très direct avec vous, car cela surprend beaucoup de patientes. Le Canada 125 est une protéine dont le taux sanguin peut augmenter en cas de cancer de l'ovaire. Cela semble être précisément le genre de choses qu'il faudrait dépister,
d'autant plus que le cancer de l'ovaire est connu pour être difficile à détecter à un stade précoce. Le problème, c'est que le Canada 125 n'est pas spécifique au cancer de l'ovaire. Son taux peut augmenter en cas d'endométriose, de fibrome utérin, d'infection pelvienne, de maladies hépatiques, et même simplement pendant les menstruations chez les femmes qui ont encore leurs règles. Mais après 65 ans, ces causes liées à l'appareil reproducteur sont moins fréquentes, on pourrait donc penser que le test serait plus fiable. En réalité, c'est le problème inverse qui prévaut. Chez les femmes ménopausées de plus de 65 ans, le taux de Canada 125 peut être faussement élevé par des affections bénignes, notamment les kystes ovariens bénins, qui deviennent plus fréquents avec l'âge, ainsi que par des troubles gastro-intestinaux et des états inflammatoires généraux. Un faux positif au test Canada 125 entraîne une échographie, et si celle-ci n'est pas concluante, une intervention chirurgicale. Or, une chirurgie pelvienne exploratoire chez une femme de plus de 65 ans comporte des risques anesthésiques réels, des difficultés de convalescence importantes et un risque réel de complications. Le groupe de travail des services de prévention des États-Unis, USPSTA, déconseille actuellement le dépistage du cancer de l'ovaire par le test Canada 125 chez les femmes ne présentant pas de risque génétique élevé, c'est-à-dire celles qui ne sont pas porteuses des mutations BRCA1 ou BRCA2 et qui n'ont pas d'antécédents familiaux importants, précisément parce que les risques de faux positifs chez les femmes présentant un risque moyen sont supérieurs aux bénéfices du dépistage. Cela ne signifie pas que ce test n'a pas sa place en médecine. Cela signifie qu'il a une indication spécifique, pour certaines femmes, dans des circonstances spécifiques, et que son utilisation systématique chez les femmes de plus de 65 ans sans risque génétique élevé n'est pas justifiée par les données actuelles. Si votre médecin vous recommande ce test, demandez-lui: ai-je un risque génétique élevé de cancer de l'ovaire? Si la réponse est non, demandez-lui ce que disent les données concernant le dépistage chez les femmes présentant un risque moyen à mon âge. Le troisième point de la liste surprend souvent mes patients: le dépistage du cancer de la thyroïde. Il est parfois prescrit dans le cadre d'un bilan sanguin général ou suite à la découverte d'un nodule thyroïdien lors d'un examen d'imagerie réalisé pour une autre raison. Voici la réalité du cancer de la thyroïde chez les personnes âgées, une réalité souvent méconnue. Le cancer de la thyroïde est l'un des cancers les plus fréquemment découverts lors d'examens d'imagerie et d'autopsie chez les personnes âgées. Des études portant sur des thyroïdes de personnes décédées d'autres causes ont révélé des cancers de la thyroïde insoupçonnés chez 5 à 36% des individus, selon les études. La grande majorité de ces cancers étaient petits, à croissance lente, encapsulés, asymptomatiques et ne l'auraient jamais été. Ce phénomène est si bien connu en médecine qu'il a contribué à une évolution significative de la prise en charge des nodules thyroïdiens. Auparavant, tout nodule découvert faisait l'objet d'une biopsie et tout cancer détecté était retiré. Aujourd'hui, les principales recommandations de l'American Thyroid Association reconnaissent que de nombreux cancers de la thyroïde de petite taille et bien délimités chez les personnes âgées, en particulier les microcarcinomes papillaires, sont de bons candidats pour une surveillance active plutôt que pour une intervention chirurgicale. La thyroïdectomie, intervention chirurgicale pour le cancer de la thyroïde, comporte des risques, notamment des lésions du nerf laryngé récurrent, qui contrôlent la voix, et des lésions des glandes parathyroïdes, qui régulent le calcium, pouvant entraîner une hypoparathyroïdie potentiellement permanente. La question n'est pas de savoir si le cancer peut être détecté. Chez les personnes âgées, la question est toujours de savoir si sa détection modifiera le pronostic et si l'intervention qu'elle déclenche sera plus bénéfique que néfaste. Si un dépistage du cancer de la thyroïde est recommandé suite à une découverte fortuite lors d'un examen d'imagerie, demandez à votre médecin: s'agit-il d'un nodule nécessitant une biopsie compte tenu de sa taille et de ses caractéristiques, ou une simple surveillance est-elle appropriée? Et si la biopsie révèle un cancer de petite taille et de bas grade, renseignez-vous spécifiquement sur la surveillance active avant d'accepter une intervention chirurgicale. Le quatrième test de ma liste est un examen très fréquemment prescrit aux personnes âgées, ce qui engendre une anxiété considérable et de nombreux examens complémentaires. Il s'agit du test CEA, antigène carcino-embryonnaire, utilisé comme marqueur du cancer colorectal et de plusieurs autres cancers. Voici le problème posé par le CEA comme outil de dépistage chez les seniors, et je tiens à être précis, le CEA est un marqueur utile dans des contextes très spécifiques.
Si une personne a déjà reçu un diagnostic de cancer colorectal et a été traitée, le suivi du CEA au fil du temps peut aider à détecter une récidive. C'est une utilisation légitime et étayée par des preuves scientifiques. Mais utiliser le CEA comme outil de dépistage général pour rechercher un cancer chez une personne âgée sans antécédent de cancer est une toute autre affaire. Les taux de CEA sont élevés par le tabagisme, les maladies pulmonaires chroniques, les maladies inflammatoires de l'intestin, les maladies hépatiques et la pancréatite. Ces taux augmentent en raison d'affections bénignes très fréquentes chez les personnes de plus de 65 ans. Chez les adultes âgés, le taux basal d'une légère élévation du CEA due à des causes non cancéreuses est suffisamment élevé pour qu'un résultat positif entraîne un nombre important de patients dans une série d'examens, tels que des scanners, des TEP, des coloscopies et des biopsies, à la recherche d'un cancer inexistant. Des recherches publiées dans les Annals of Internal Medicine, examinant la performance de marqueurs tumoraux comme le CEA dans des populations non sélectionnées, ont systématiquement démontré que la valeur prédictive positive, c'est-à-dire la probabilité qu'un test positif indique réellement un cancer, est faible lorsque le test est utilisé chez des personnes ne présentant aucun symptôme clinique spécifique ni antécédent de cancer. En clair, de nombreux résultats positifs sont des faux positifs, et chez une personne de 70 ans, les faux positifs ont un coût, temps, argent, inconfort physique, exposition aux radiations et anxiété importante. Si le dosage de l'ACE vous est recommandé comme test de dépistage et que vous n'avez pas d'antécédent de cancer, demandez à votre médecin quelle est l'indication clinique précise qui motive cette recommandation et quelle est la valeur prédictive positive attendue du test pour une personne présentant votre profil clinique. Le point numéro 5 me tient particulièrement à cœur. Les analyses sanguines de dépistage précoce de plusieurs cancers, parfois commercialisées directement auprès des consommateurs comme un moyen de dépister simultanément des dizaines de cancers grâce à une simple prise de sang. Ces tests sont de plus en plus accessibles et populaires, et je comprends parfaitement leur attrait. L'idée de détecter n'importe quel cancer à un stade précoce grâce à un simple test est vraiment séduisante. Mais voici ce que vous devez savoir avant de dépenser de l'argent pour l'une de ces analyses ou avant d'accepter celle qui vous est proposée. Les tests de dépistage précoce de plusieurs cancers, parfois appelés tests MACED, fonctionnent en détectant des signaux d'ADN ou de protéines acellulaires dans le sang, susceptibles d'être libérés par les cellules tumorales. Cette technologie est véritablement impressionnante et prometteuse. Cependant, les données cliniques sur la conduite à tenir face à ces résultats chez les personnes âgées ne sont pas encore suffisamment solides, et c'est un point important. Lorsqu'un de ces tests révèle un signal suspect de cancer parmi la cinquantaine de types de cancers dépistés, le suivi post-test peut s'avérer extrêmement lourd. Le test ne permettant pas de localiser précisément la tumeur, la recherche de la source du signal peut nécessiter un bilan d'imagerie complet, des endoscopies, des biopsies et une série d'interventions, chacune comportant ses propres risques. Chez les personnes âgées de plus de 65 ans, la probabilité de découvrir fortuitement une anomalie quelque part dans le corps, c'est-à-dire une anomalie d'apparence trompeuse à l'imagerie, mais bénigne ou cliniquement insignifiante, est très élevée. La recherche de ces signaux chez une personne âgée présentant de multiples comorbidités, une réserve physiologique réduite et une plus grande sensibilité aux complications liées aux interventions implique une évaluation des risques très différente de celle effectuée chez une personne de 45 ans en bonne santé. Les principales organisations médicales, dont le groupe de travail des services préventifs des États-Unis, USPSTA, n'ont pas encore émis de recommandations en faveur du dépistage par MACED pour la population générale, car les données probantes démontrant que ces tests réduisent la mortalité par cancer en situation réelle, et non en laboratoire, sont encore en cours de collecte. Cela ne signifie pas qu'ils n'auront jamais de rôle à jouer. Cela signifie qu'à l'heure actuelle, la réponse honnête quant à leur intérêt dans le cadre du dépistage systématique des personnes âgées est que nous ne le savons pas encore pleinement. Si l'un de ces panels vous intéresse, discutez avec votre médecin des points suivants. Quel est le plan d'action si le test est positif? Qui coordonnera le suivi? Et suis-je en assez bonne santé générale pour supporter la série d'examens qu'un résultat positif nécessitera probablement? Le 6e test, celui des marqueurs du remodelage osseux PIMP et CTX, est celui qui, selon mon expérience, pose problème, notamment chez les personnes âgées qui prennent soin de leur santé osseuse. Il s'agit du panel des marqueurs du remodelage osseux PIMP et CTX, parfois prescrit en complément ou à la place d'une ostéodensitométrie, DEXA, pour évaluer la perte osseuse. Ces marqueurs, PIMP,
propeptide N-terminal du procollagène de type I, et CTX, télopeptide C-terminal, sont des protéines libérées dans le sang respectivement lors de la formation et de la dégradation osseuse. Ce sont des outils réellement utiles dans certains contextes cliniques. Si une personne suit déjà un traitement contre l'ostéoporose, le dosage de ces marqueurs au fil du temps peut aider à évaluer l'efficacité du traitement. C'est une utilisation légitime. Cependant, le recours à ces marqueurs pour diagnostiquer ou dépister l'ostéoporose, plutôt qu'à une ostéodensitométrie, DEXA, pose un problème spécifique chez les personnes âgées. Les marqueurs du remodelage osseux sont très variables. Leurs valeurs fluctuent en fonction de l'heure du prélèvement sanguin, de l'activité physique récente, de l'immobilité, d'une carence en vitamine D, d'une maladie rénale, et d'une douzaine d'autres facteurs fréquents chez les seniors. Une mesure isolée de PIMP ou de CTX chez une personne âgée peut paraître alarmante et conduire à la prescription de médicaments, alors que l'ostéodensitométrie sous-jacente, qui mesure la densité osseuse, fournirait un tableau clinique plus nuancé et rassurant. Les médicaments contre l'ostéoporose, notamment les bisphosphonates, sont des traitements puissants présentant des effets secondaires réels, dont l'ostéonécrose de la mâchoire, une affection rare mais grave, et des fractures atypiques du fémur en cas d'utilisation prolongée. À mon avis, prescrire un traitement sur la base d'un marqueur du remodelage osseux élevé sans confirmation par ostéodensitométrie revient à inverser la démarche clinique. Si la santé osseuse vous préoccupe, le point de départ est une ostéodensitométrie, DEXA. Si vous suivez déjà un traitement contre l'ostéoporose et que votre médecin souhaite en surveiller l'efficacité, les marqueurs du remodelage osseux constituent un complément pertinent. Cependant, utilisés seuls chez les personnes âgées, ils ne sont pas suffisamment fiables pour orienter les décisions thérapeutiques majeures. Le 7e et dernier test de notre liste est celui qui nécessite le plus de précision, et je tiens à prendre le temps de bien l'expliquer car je pense qu'il est souvent mal compris. Il s'agit du dosage de l'hémoglobine glyquée, HbA1c, qui mesure la glycémie moyenne sur environ 3 mois et est largement utilisé pour le dépistage et le diagnostic du prédiabète et du diabète. Soyons clairs, l'HbA1c est un test extrêmement précieux pour de nombreuses personnes. Chez les adultes diabétiques ou présentant un risque élevé de développer un diabète, un suivi régulier de l'HbA1c est essentiel et je ne recommanderais jamais de l'éviter. Mais voici le problème spécifique que j'observe chez les personnes âgées, en particulier celles de plus de 75 ans. Les recommandations cliniques actuelles, notamment celles de l'Association américaine du diabète et de la Société américaine de gériatrie, reconnaissent explicitement que des objectifs glycémiques trop stricts chez les personnes âgées, parfaitement adaptés à une personne de 50 ans, peuvent en réalité être néfastes chez une personne de 75 ans. Voici pourquoi. Un traitement intensif visant à atteindre un taux des HbA1c bas, inférieur à 7% par exemple, augmente le risque d'hypoglycémie, c'est-à-dire une chute dangereuse de la glycémie. Chez un adulte plus jeune, l'hypoglycémie est désagréable mais généralement gérable. Chez une personne de 75 ans, un épisode hypoglycémique peut provoquer des chutes, lesquelles peuvent entraîner des fractures de la hanche. Or, chez les personnes âgées, le taux de mortalité à un an lié à ces fractures est alarmant, il atteint environ 20 à 30% selon les données publiées dans le journal of Bone and Joint Surgery. De plus, le taux d'hémoglobine glyquée, HbA1c, peut être faussement bas chez les personnes âgées souffrant de certains types d'anémie, notamment l'anémie ferriprive ou l'anémie hémolytique, qui sont fréquentes chez les seniors. Un taux des HbA1c faussement bas chez une personne âgée souffrant d'anémie non diagnostiquée peut donner l'impression trompeuse que le contrôle glycémique est meilleur qu'il ne l'est réellement, retardant ainsi une prise en charge adaptée. Le problème ne réside pas dans le test lui-même, mais dans l'utilisation de ce résultat pour fixer les mêmes objectifs et orienter les mêmes décisions thérapeutiques chez une personne de 78 ans que chez une personne de 50 ans. Les critères de Beers de l'American Geriatric Society, une référence en matière de médicaments et de pratiques cliniques présentant un risque accru chez les personnes âgées, soulignent spécifiquement la nécessité d'une grande prudence quant au contrôle glycémique strict chez les personnes âgées présentant de multiples comorbidités. Si le dosage de l'HbA1c fait partie de votre suivi médical, il est important d'aborder la question suivante avec votre médecin. Compte tenu de mon âge et de mon état de santé général, quel objectif des HbA1c me convient le mieux? Quels médicaments seraient prescrits pour l'atteindre? Quels sont les risques d'hypoglycémie associés à ces médicaments? Permettez-moi de résumer brièvement ces 7 points,
car je sais que cela représente beaucoup d'informations et je tiens à ce que ce soit clair. Premier test, le dépistage du PSA chez les hommes de plus de 65 ans sans facteur de risque ni symptômes spécifiques, car il conduit fréquemment à des biopsies et au traitement de cancers qui n'auraient jamais causé de préjudice. Deuxième test, le dépistage du Canada, 125 chez les femmes de plus de 65 ans ne présentant pas de risque génétique élevé de cancer de l'ovaire, car les faux positifs entraînent des interventions chirurgicales dans une population où le risque chirurgical est important. Troisième test, les bilans approfondis du cancer de la thyroïde déclenché par la découverte fortuite de nodules, car les petits cancers de la thyroïde sont fréquents chez les personnes âgées, souvent cliniquement insignifiants, et leur traitement comporte des risques réels. Quatrième test, l'utilisation du CEA comme outil de dépistage général du cancer chez les personnes âgées sans antécédent de cancer, car le taux de faux positifs dans cette population entraîne des examens complémentaires inutiles et potentiellement dangereux. Cinquièmement, un bilan sanguin complet pour le dépistage précoce de plusieurs cancers, avant même d'établir un plan de traitement précis en cas de résultat positif, compte tenu de la cascade d'examens complémentaires qu'un résultat positif peut déclencher chez une personne âgée. Sixièmement, les marqueurs du remodelage osseux PIMP et CTX, utilisés isolément pour diagnostiquer l'ostéoporose ou orienter les décisions thérapeutiques sans confirmation par ostéodensitométrie, DEXA, en raison de leur grande variabilité et des conséquences importantes des médicaments qu'ils pourraient entraîner. Septièmement, l'hémoglobine A1C, interprétée et traitée selon les mêmes objectifs chez une personne de 75 ans que chez une personne de 50 ans, car un contrôle glycémique strict chez les personnes âgées augmente le risque d'hypoglycémie, et l'hypoglycémie chez les seniors accroît le risque de chute, avec des conséquences potentiellement graves. Rien de tout cela ne signifie refuser des soins. Rien de tout cela ne signifie se méfier de son médecin. Cela signifie se présenter à ses rendez-vous en tant que partenaire de ses propres décisions de santé, poser les bonnes questions et comprendre qu'en médecine après 65 ans, plus n'est pas toujours mieux. Un examen approprié, au bon moment et pour la bonne personne, voilà à quoi ressemble une médecine de qualité. Si vous avez trouvé cela utile, et j'espère sincèrement que c'est le cas, je vous invite à visionner une autre vidéo que je recommande à tous les seniors et à leurs proches. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir les 5 erreurs médicamenteuses les plus fréquentes chez les patients de plus de 65 ans, celles qui passent inaperçues pendant des mois et qui sont les plus néfastes, et comment s'en prémunir. À bientôt.